Bonjour à vous les normies, je vous accueille macabrement dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons comme nous en avons la malencontreuse habitude pour parler films, séries, sorties et même, paraît-il, pour parler plateformes de streaming. Et je ne sais pas exactement pourquoi je me force à faire cet exercice qui est des plus horripilants, mais nous allons nous retrouver cette fois-ci pour parler d'une des nouvelles séries de Netflix qui fait la plus parler d'elle. C'est à se demander si les normies ne seraient pas fascinées par nous. Nous parlons donc, et c'est pour cela que vous avez la frissonnante et macabre présence de ma personne, de la série Mercredi, qui bat des records exceptionnels sur Netflix et qui promettait un film digne de Tim Burton, le grand maître du macabre et de l'horreur. Vous êtes prévenus, cette vidéo va être sinistre, froide et dénuée du moindre sentiment. Je vous laisse avec ce générique bien trop joyeux et on se retrouve juste après. Sur un ton plus habituel, parce que je vous avoue, je vais avoir du mal à être aussi sinistre et négative que Mercredi. On a des caractères communs, elle et moi, mais pas à ce point-là. Sur un ton plus habituel, nous nous retrouvons pour parler donc de cette fameuse série Mercredi, qui est disponible sur Netflix depuis le 23 novembre, c'est-à-dire mercredi dernier. On applaudit bien évidemment Netflix pour avoir sorti cette série le bonjour, mais pas à la bonne période, hein. Ils ont sorti Mercredi Addams en pleine préparation de Noël, alors que un mois avant c'était Halloween. Mais bon, ça reste les mystères de Netflix, hein, voilà. Je pense qu'on n'a pas à en dire plus. La saison 1 de cette série qui vient de sortir compte 8 épisodes. Comme d'habitude sur Netflix, je vais pas vous refaire le speech. Chaque épisode fait environ 1 heure, donc il y en a à peu près pour 8 heures de visionnage. Parfait pour une journée de binge-watch. La série est du style comédie horrifique, c'est vraiment la meilleure description qu'on peut en avoir, et j'ajouterais adolescent voire même comédie scolaire qui sont des registres assez habituels sur Netflix et assez tendance ces dernières années. À la création de la série, nous avons Alfred Koth qui est scénariste et producteur. Il a notamment scénarisé Spider-Man 2 de Sam Raimi, mais surtout il a travaillé de 2001 à 2011 sur la très connue série Smallville. Et pour Mercredi Addams, il est d'ailleurs venu avec son acolyte, puisqu'il n'avait pas travaillé seul sur la série Smallville. Il avait travaillé avec Miles Millar qui est également scénariste et producteur, et qui s'est notamment fait connaître pour avoir scénarisé l'exceptionnel La Momie 3, l'Empereur Scorpion ou je sais plus quoi. C'est pas le meilleur de La Momie, mais j'avoue qu'il a des petites tendances nanardesques que personnellement j'aime beaucoup. Pour une série, après la création de l'œuvre et sa scénarisation, la personne la plus importante c'est le réalisateur. Alors généralement on a des réalisateurs différents en fonction des épisodes, mais on a toujours un qui est plus important et qui va vraiment donner sa patte à la série. Et ici ce n'est pas n'importe qui puisque c'est le grand Tim Burton. Tim Burton c'est un nom que tout le monde connaît. Il s'est fait une place énorme dans le cinéma, il a une aura gigantesque et mettre Tim Burton sur une œuvre aujourd'hui, c'est un synonyme déjà de réussite et de succès au box-office puisque les gens vont regarder ce qu'il a fait, mais aussi une promesse d'une certaine poésie, d'un aspect conte macabre, d'une certaine originalité aussi. Bref, c'est vraiment une marque à pas appliquer à la légère sur une œuvre. Donc officiellement, Tim Burton, il est réalisateur, scénariste et également producteur sur de nombreux films et séries. Il est connu notamment pour Batman et Batman le défi à partir de 1989, le très célèbre Beetlejuice en 1988 qui fait beaucoup écho à cette série et à l'ambiance famille Addams d'une manière générale, en tout cas personnellement je trouve. Edouard en main d'argent en 90, il a également scénarisé et non réalisé, attention l'erreur est fréquente, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors en fait à la réalisation il y a Henry Selick on en a parlé récemment puisqu'il a réalisé son dernier film également sur Netflix, Wendell and Wild. Je vous en ai parlé, vous avez une vidéo dessus si ça vous intéresse. C'était également Mercredi Addams d'ailleurs, c'était il y a un mois et c'était pour célébrer Halloween. Et pour moi la dernière pépite de Tim Burton c'est Sleepy Hollow en 98, c'est vraiment un de mes films favoris de la filmographie de ce réalisateur. Tim Burton, il a un style vraiment tranché, c'est-à-dire que c'est plus un conteur qu'un réalisateur et c'est plus un graphiste que simplement un producteur d'images, on va dire. Il y a vraiment tout un travail déjà très manuel, il fait du stop motion, il travaille sur ses propres décors, ses propres costumes, etc. Donc il y a vraiment un côté artisanat de l'horreur comme je vous en avais parlé pour Guillermo del Toro par exemple. Et il a un style entre le romantisme et le macabre avec quelque chose de toujours très sombre mais toujours très poétique et une certaine dose d'humour noir que personnellement j'apprécie beaucoup, qui va s'inspirer de grands auteurs comme Edgar Allan Poe par exemple, qui est d'ailleurs très mis en valeur dans cette série Mercredi Addams. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, Tim Burton c'est une promesse de réussite au box-office. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares à réussir à allier le succès critique, c'est-à-dire une validation de la part de personnes qui sont relativement exigeants sur la photographie, la construction dramatique, scénaristique, etc. Le succès populaire dans les salles, c'est-à-dire le box-office et le retour commercial sur ses produits, et une certaine audace et originalité visuelle comme créative d'une manière générale sur les scénarios,
où il ose des thématiques que d'autres n'oseront pas, et il réussit à chaque fois à avoir un certain succès. Malheureusement, et on en parlera en fin de vidéo, c'est plus forcément le cas sur cette dernière production, mais pendant très longtemps, la marque Tim Burton appliquée à une œuvre ou à un film, c'était vraiment un synonyme d'aller voir un produit extrêmement original, extrêmement différent, et qui pourtant allait un petit peu mettre tout le monde d'accord, ce qui est assez rare au cinéma et assez appréciable. Je pense que c'est donc pas pour rien que Netflix l'a contacté lui pour sa série Mercredi Addams, déjà parce que bon, son style fait largement écho au style de la famille Addams. En plus, il est très ami avec Barry Sonnenfeld qui a réalisé les 2 derniers films les plus connus de la famille Addams. Il a notamment fait un caméo dans son film Men in Black 3, donc ils sont vraiment très proches au niveau de leur filmographie, ils échangent beaucoup. Et en plus, Netflix a les moyens et la volonté de se payer entre guillemets des marques aussi prestigieuses que la marque Tim Burton sur une œuvre. Avant d'en venir réellement à la série et à la réalisation, il faut savoir que, bien évidemment, Mercredi Addams est une adaptation, ou plutôt une sorte de dérivé d'une œuvre qui existe depuis très longtemps. À la base, la famille Addams, c'est un cartoon humoristique qui sortait dans The New Yorker, qui est donc un magazine américain. C'est donc des petits dessins. À la base, déjà, c'était pas une famille, c'était juste des personnages de ci, de là. Ensuite, ils ont commencé à former une famille qui s'appelait pas du tout la famille Addams. Addams, c'est le nom de leur créateur, le dessinateur qui est derrière la famille. En fait, on les a surnommés la famille Addams parce que c'était la famille que ce mec avait créée et qui commençait à avoir un certain succès critique et qui s'était fait connaître pour ce côté ultra caustique et ultra sombre. La famille Addams, c'est une critique de la famille parfaite américaine où on renverse complètement toutes les valeurs, donc il y a une dimension ultra satirique, ultra humour noir. Alors c'est pas du tout des prolétaires qui sont dans le self-made, c'est une famille ultra aristocratique qui dépend complètement des gages qui leur ont été versés par leurs ancêtres, qui ne travaillent pas, qui sont ultra passifs, qui ont des valeurs noires complètement à l'inverse des valeurs américaines classiques de cette époque, puisqu'on est quand même en 1938. Enfin, ces personnages apparaissent pour la première fois dans The New Yorker, donc on est dans une société qui est encore très conservatrice, et la famille Addams elle est complètement à l'inverse, et ça permet à ce dessinateur de critiquer la société américaine à travers des personnages qui en sont l'inverse total en fait, mais qui permettent, comme vous savez, une approche satirique. On en a déjà parlé quand on a parlé du film Le Menu récemment. La famille Addams va rencontrer un énorme succès, déjà elle va s'imposer dans la culture populaire et elle va s'imposer à la télévision et dans les cinémas. The Addams Family va être adapté une première fois à la télé américaine en 1964 pour 2 saisons. En 1973 il va y avoir le premier reboot avec une nouvelle série, cette fois-ci sur NBC, et un spécial Halloween qui va pas rencontrer un très grand succès, qui fait que la franchise La famille Addams va être un peu mise de côté jusqu'en 1998 où une nouvelle série apparaît. Elle s'intitule The New Addams Family, elle reprend les mêmes codes et les mêmes personnages et elle va s'étendre sur 2 saisons. Et c'est la première à donner naissance à un film, La famille Addams, uniquement destiné à la télé, il ne sortira pas en salle, qui s'appellera Family Reunion et qui rencontrera un certain succès à la télé. Le tournant majeur pour La famille Addams, et moi c'est La famille Addams que je connais, ce sont les 2 films de 91 et 93 de Barry Sonnenfeld, la personne qui est donc amie avec Tim Burton. Le premier film, La famille Addams, et le second film, Les valeurs de la famille Addams, vont faire connaître la famille Addams à l'international et vont les faire sortir pour la première fois en salle et en grande pompe. C'est là que moi personnellement j'ai rencontré Mercredi Addams, qui est un personnage qui m'a tout de suite beaucoup plu parce que j'ai des atomes crochus avec cette personne, notamment lorsque j'étais adolescente, mais c'est une autre histoire. Et ces mêmes personnages sont revenus en 2019 et 2021, cette fois-ci dans des films d'animation qui ne m'ont personnellement pas du tout convaincue. Pour le coup, j'ai pas du tout apprécié la partie animation. Vraiment, j'étais très attachée aux films de 91 et 93, et donc quand Netflix a annoncé qu'ils allaient travailler sur une série centrée uniquement sur Mercredi et pas sur la famille, parce que j'adore Morticia également, donc de ce côté-là, j'étais un peu déçue et un peu inquiète. On connaît Netflix, on sait qu'ils sont pas toujours ultra respectueux des œuvres qu'ils adaptent ou qu'ils reprennent, et là en plus ils essayaient de créer une sorte de spin-off centré sur l'adolescence de Mercredi Addams et j'étais pas méga convaincue. Ce qui m'a convaincue, c'est le nom qu'ils ont posé dessus, comme je vous l'ai expliqué un peu avant, Tim Burton. Quand j'ai vu Tim Burton, je me suis dit c'est un style qui lui correspond. Vraiment pour moi je trouve qu'il y a une grande proximité entre Beetlejuice et la famille Addams, et c'était quasi évident qu'il allait réussir à imposer son style ultra macabre et ultra caustique à quelque chose comme la famille Addams. Alors que nous raconte cette série Mercredi sur Netflix? On retrouve une Mercredi étudiante qui a grandi, qui n'est plus la petite fille qu'on a connue et qui se fait virer de tous les collèges et lycées qu'elle intègre du fait de son caractère quelque peu incompatible avec la société humaine classique des normies, donc des gens normaux. Plus ténébreuse et coupante que jamais, probablement du fait de l'adolescence, Mercredi va finir par échoué entre guillemets dans l'ancienne école de sa mère, qui est une académie réservée aux gens un petit peu particuliers, l'académie Nevermore. Commence alors une nouvelle aventure pour Mercredi qui va se retrouver encadrée de cadavres, de meurtres, de mystères, de créatures, bref tout ce qu'il faut pour qu'une jeune fille comme elle s'épanouisse réellement. En plus elle va commencer à découvrir ses nouvelles capacités, donc c'est un tournant plutôt positif pour la sinistre Mercredi Addams. Pour l'incarner, au casting a été choisie Jenna Ortega. Alors pour la petite anecdote, il semblerait qu'elle se soit présentée au casting devant Tim Burton couverte de faux sang. Elle était ultra motivée et faut dire que ça lui va
hyper bien. Je trouve qu'elle incarne extrêmement bien Mercredi Adams. Jenna Ortega, on en a déjà parlé sur la chaîne puisqu'elle est dans la dernière mouture de Scream. Bon, j'ai pas beaucoup apprécié, mais elle incarne un personnage important dans la nouvelle génération des Scream. Plus récemment, on en a parlé parce qu'elle est dans le film X dont je vous ai parlé, que j'ai beaucoup apprécié, qui est une sorte de old school horror, je vous renvoie à ma vidéo. Elle est également dans la série You sur Netflix, que je ne regarde pas parce qu'elle me fait hyper flipper. Pour le coup, c'est beaucoup trop réaliste pour moi, ces histoires-là avec You. Et sa toute première apparition, c'était dans le MCU puisqu'elle jouait la petite fille du président dans Iron Man 3. Pour incarner sa mère, Mercredi Adams, ils ont choisi Catherine Zeta-Jones, qu'on a notamment connue dans les films Zorro à partir de 1998. Et également dans un film que j'aime beaucoup, qui est un film d'horreur de 99 qui s'intitule Antise. Je la trouve parfaite pour incarner Morticia, elle est exquise. Louis Guzman, qu'on a vu dans la série Narcos, et également en 2002 dans le film Monte Cristo, incarne lui le père de Mercredi. Et à ses côtés, à l'école, on retrouve Gwendoline Christie, que j'adore parce que c'est Brienne de Tarth dans Game of Thrones, et également on en a parlé cette année puisqu'elle est dans la série Sandman. Je trouve que cette femme a une aura, mais elle est géniale à l'écran, vraiment je l'adore, et plus je la vois, plus j'apprécie son acting, et là elle est topissime. Bon, elle était également dans Hunger Games, elle était également dans la saga Star Wars, la nouvelle saga, dans Star Wars 7. Bon, elle était casquée, donc on la reconnaît pas, mais c'est elle. Et pour finir, nous avons également Hunter Durham, qui incarne un personnage relativement important dans la série, et qui était en 2020 dans la série Your Honor, aux côtés de Bryan Cranston, que vous connaissez, puisque Bryan Cranston, il incarne le héros de Breaking Bad. Donc je trouve qu'on a quand même un très beau casting, sans vraiment des têtes d'affiche trop imposantes, ce qui fait qu'on donne vraiment la place aux personnages, et qu'on sent vraiment que les acteurs ont été choisis pour ce qu'ils incarnaient pour le personnage pour lequel ils ont été choisis, et je trouve ça génial. Vraiment, Morticia par exemple, je trouve qu'elle est extrêmement bien incarnée. Le personnage qui est joué par Gwendoline Christie est génial également. Et dernier point, il faut savoir que la jeune fille qui incarnait Mercredi dans les films dont je vous ai parlé est également à l'affiche de cette série, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir à quel moment. Moi personnellement, je savais qu'elle jouait dans la série, et j'ai pas cherché à savoir quel rôle elle jouait, et quand j'ai vu le rôle qu'ils lui ont donné, j'ai trouvé ça génial, donc je veux pas vous en dire plus, mais si jamais vous êtes fan de la Mercredi originelle, enfin du moins la mienne, celle des années 90, vous aurez le plaisir de la retrouver à l'image pour un rôle qui lui va extrêmement bien. Ceci étant fait, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et parlons comme d'habitude tout d'abord de la direction artistique, et j'aimerais commencer par le générique que j'ai adoré. Au tout premier épisode, quand j'ai vu comment il commençait, j'étais en mode « Ah, c'est mou !» Et puis ensuite, ça part avec cette espèce de violoncelle, cette musique, le côté hyper sombre, je l'ai trouvé super beau. J'ai vraiment adoré le générique, il décrit bien l'identité de la série, il y a plein de easter eggs dedans, plein de références, comme j'aime bien. Franchement, je trouvais que le générique montrait bien en fait l'ADN de ce qu'il venait de montrer, avec quelque chose pas forcément d'ultra macabre, d'ultra sinistre, mais on reste dans la comédie horrifique, donc on n'est pas supposé avoir non plus des kilolitres de sang et des cadavres absolument dégueulasses, c'est pas ce qu'on cherche, on n'est pas dans le gore, et je trouve que pour le coup le générique illustre bien l'ADN de la série. Or c'est plus ou moins le rôle d'un générique, soit d'être très mystérieux, soit de se faire complètement oublier, soit d'être l'essence de la série et d'essayer de la représenter, c'est-à-dire que dès le premier épisode, on sache à quoi s'attendre en regardant le générique. Et là, je trouve que c'est le cas et ça fait plaisir. On passe ensuite au décor et aux ambiances. Là, j'avoue, il faut le dire, hein, je suis honnête avec vous, j'ai été un peu déçue. On m'a vendu du Tim Burton, ça on va en reparler, et je m'attendais à quelque chose d'extrêmement gothique, presque surjoué. Vous savez, le style Tim Burton, c'est très surjoué, c'est surexagéré. Les bâtiments ne sont pas réalistes, ils sont presque difformes, les personnages aussi, les costumes aussi. Regardez Sweeney Todd par exemple. Sweeney Todd, ils ont des gueules de cadavres, les gens, littéralement. Et là, on a quelque chose, que ce soit au niveau des décors, des ambiances ou des costumes, qui est assez gentil, assez neutre, assez... ça va pas très loin. Je regarde les sirènes, ils leur ont mis 2 lentilles et des petits effets d'écailles de temps en temps. Voilà, j'ai des sirènes. Les loups-garous, pareil, c'est assez décevant, ils ont les cheveux ébouriffés quoi. C'est ça des loups-garous, ils font... J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus noir, peut-être, d'un petit peu plus exagéré. En fait, j'aurais aimé rechercher de l'exagération. Le seul personnage qui est dans l'exagération, c'est celui de Mercredi, qui effectivement est quasiment en noir et blanc, et c'est assez drôle, moi j'ai beaucoup apprécié ce côté-là, qui est vraiment à l'extrême, si vous voulez. Elle est la chose, parce qu'il faut quand même reconnaître que je trouve que l'incarnation de la chose est très très cool, et que j'ai juste trop envie de voir les backstage, de voir une personne avec un bras en fond vert qui fait ni derrière une meuf qui marche, j'ai juste trop hâte de voir ça. Je trouve que elle est la chose, pour le coup, ils sont très bien illustrés et à l'extrême, mais même Oncle Fétide, même ses parents, on peut aller plus loin, on peut aller plus dans l'exagération, et surtout à l'école. L'école, elle fait très réaliste, et c'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'on sorte un petit peu plus de ça. Et c'est en cela que je trouve que les décors, les ambiances et les costumes ne vont pas assez loin, c'est trop gentil. Je veux pas du gore non plus, c'est pas du tout ça la question, mais je veux quelque chose d'un petit peu exagéré, d'un petit peu excessif, d'un petit peu sinistre, d'un petit peu dark. Quelque chose qui est une identité très marquée, comme on a l'habitude avec Tim Burton en fait. Je veux dire, même la crypte par exemple,
bah, la crypte elle fait pas peur. Et on voit que c'est du décor en papier mâché. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu y aller dans le plus ténébreux. Et ça rejoint ce que je vais vous dire sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont gentils. Techniquement, des effets spéciaux, il y en a pas tant que ça, donc il y a tout ce qui tourne autour de la chose. Pour le coup, je trouve ça extrêmement bien fait. Il faut savoir que la chose est un de mes personnages favoris. J'adore la chose, j'adore Oncle Fétide. Ce sont les deux membres de la famille que j'adore, avec Mercredi évidemment, mais Mercredi c'est encore autre chose, parce que je m'identifie à elle. Mais la chose et Oncle Fétide, je les trouve vraiment tellement hardcore dans leur genre. Tu regardes, moi, les films qui ont bercé ma jeunesse, que je les adore. Et je trouve que pour la chose, c'est juste très très bien retranscrit, et j'ai rien à dire de ce côté-là. La personne qui a travaillé son déplacement de main a vraiment du talent, je veux dire, cette personne a de l'avenir. Si un jour on lui coupe la main, sa main a de l'avenir, faut le dire. Mais au-delà de ça, que ce soit du coup tout ce qui tourne autour des transformations des différents enfants de l'école, des anormaux là, des marginaux comme ils disent, c'est pas fifou. On reste un peu dans le flou, on reste un peu dans le sombre parce qu'il faudrait pas trop en montrer, parce que ça veut dire que si on regarde de trop près, c'est pas très beau à voir. Et le vrai problème, c'est la créature. Le méchant de l'histoire, on va dire, du moins le mystère de l'histoire, c'est cette créature. La créature, ça va pas du tout. On dirait une sorte de remix bizarre entre le loup-garou de Harry Potter, qui a donc 20 ans aujourd'hui, et Gollum, qui a également 20 ans aujourd'hui. On est sur quand même des effets spéciaux qui datent, et en plus le remix entre les deux est pas transcendant. Je vous avoue que bon, dans les premiers épisodes on voit pas de trop près, mais quand on commence à voir de trop près, c'est un peu malaisant. À mon avis personnel, ils auraient dû choisir de faire dans un style Tim Burtonesque originel, si vous voulez, c'est-à-dire de le faire à la main, de faire des vraies créatures, des animatroniques, j'en sais rien, des costumes, des décors, des make-up FX, quelque chose de réel. Parce que là, l'aspect numérique passe pas très bien, fait un peu trop clean et pas tangible, et en plus donne un côté presque ridicule à la créature. Ce qui est dommage parce que ça enlève à la tension et à l'angoisse en fait de la série tout simplement. Alors la série n'a pas pour vocation d'être de l'horreur, mais elle est quand même horrifique à la base, et c'est quand même gênant qu'on n'ait pas du tout peur de la créature qui est le fond de l'histoire et le fond de l'enquête de nos 8 épisodes. Concernant la direction artistique, je termine juste avec un point spécial autour du personnage de Mercredi qui, pour le coup, je trouve est le seul personnage réellement abouti de la série. Et je voudrais le souligner parce que je vais pas dire que du bien de la série, voilà, j'ai pas forcément dit que du bien des décors, des costumes et des effets spéciaux, mais je trouve que ce qui a quelque chose à souligner, s'il y a quelque chose d'extrêmement positif, c'est la définition du personnage de Mercredi. La série repose intégralement sur ce personnage, c'est le personnage éponyme, c'est le personnage central, c'est notre héroïne, donc elle nous incarne en fait à l'image, et je trouve qu'elle est réellement aboutie. Dans son essence, dans ses dialogues, d'ailleurs les dialogues sont super bien écrits, avec un vocabulaire extrêmement étendu, extrêmement intéressant et très plaisant à entendre. Le ton et le jeu d'actrice de Jenna Ortega est exceptionnel, son ton est vraiment super stable. Mercredi Adams est censé avoir un caractère très égal et elle réussit vraiment très bien à incarner ça à l'écran, tout en ayant assez de nuances pour nous transmettre des émotions, et c'est un exercice qui est compliqué. En plus de ça, on a toute une attitude, une façon de se tenir, des tenues, un ensemble de costumes qui définissent vraiment le personnage. On a un personnage central qui est ultra bien défini, et en fait ce personnage c'est notre pilier. Vu que les costumes, vu que l'ambiance autour est pas forcément ultra présente et ultra puissante, ce qui est notre pilier et ce qui nous rattache artistiquement à la série, c'est le personnage de Mercredi Adams, et elle est géniale, du début à la fin, de l'écriture de ses dialogues, à la façon dont ils sont servis par Jenna Ortega, du passage de la danse, au passage où elle a du sang sur le visage, au passage où elle est en train d'enquêter avec sa petite lampe à UV, toutes ces scènes, toutes les scènes où elle parle à la main, vous imaginez qu'elle parle à rien du tout, vous imaginez qu'elle parle à quelqu'un qui a un bras fond vert, et pourtant ça passe super bien. Franchement, j'aimerais souligner l'effort de l'incarnation du personnage de Mercredi Adams, que je trouve réellement excellente, et j'en suis ravie. Et au niveau de la direction artistique et de la définition visuelle et artistique de la série, elle sauve clairement le game, soyons honnêtes. Sa personnalité, c'est le truc le plus solide en fait, visuellement et artistiquement dans la série. Ceci étant dit, passons à la musique. Les musiques sont plutôt très sympathiques, notamment les interprétations au violoncelle de Mercredi Adams, que j'adore. Je pense notamment à la scène de la fontaine enflammée, c'est une scène qui est magistrale et qui m'a foutu les frissons, j'ai adoré. Je trouve que la musique est très très bien composée, et c'est pas pour rien puisque comme nous avons Tim Burton à la réalisation, nous avons bien évidemment Danny Elfman à la musique, et on sait que Danny Elfman est un très bon compositeur, donc que ce soit la musique du générique, les musiques des épisodes, les musiques des différentes scènes, c'est superbe. Malheureusement, je trouve qu'on n'ait pas de thème majeur, et je regrette qu'à aucun moment on ait eu une sorte de remake du thème. Alors il y a des échos qui sont faits dans la série, mais j'aurais bien aimé, j'avoue, avoir un petit remake de cette musique qui est quand même ultra iconique et qui est un petit peu indissociable de la famille Adams, donc peut-être au moment où ses parents apparaissent, on aurait pu avoir un petit thème ou quelque chose. De plus, pour accompagner le côté teenage, en plus des musiques composées par Danny Elfman, ils ont ajouté des musiques un peu pop actuelles, on va dire, surtout en fin d'épisode.
J'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas trouvé ça déplorable non plus, c'est dans le ton de cette alliance entre le gothique et le teenage, donc ça m'a pas particulièrement choquée. Mais au-delà de ça, je trouve que la bande originale est vraiment très sympa, le thème de mercredi est assez cool, et d'une manière générale, toutes les actions sont très bien accompagnées, c'est assez orchestral, c'est très agréable. Rien à dire, c'est le travail de Danny Elfman. Sur le rythme et le scénario, je vais pas avoir grand chose à dire non plus, hormis que c'est très adolescent. Mais bon, comme je vous l'ai dit en introduction, on est sur une comédie scolaire, donc une comédie scolaire, ça parle de petites amourettes d'école, ça parle d'histoires de famille, de qui sont les parents d'un tel, et ça parle de petits complots. Donc là, on a un vague fond de secte et un petit peu de dimension historique, et je trouve que si ça casse pas, effectivement, trois pattes à un canard, c'est très sympathique, c'est très efficace, le rythme est bien réparti d'épisode en épisode pour te maintenir dans le suspense. On a des fins d'épisodes qui sont toujours un petit peu avec une révélation, avec un questionnement pour te donner envie d'aller à l'épisode suivant. Même si t'es en binge-watch, c'est toujours pratique. L'histoire est quand même assez tortueuse et assez bien ficelée pour que tous les éléments fassent puzzle à la fin. Alors personnellement, j'avais résolu le mystère au bout du deuxième épisode parce que je voyais un petit peu où ça allait, etc. Et puis il y a des archétypes qui sont un petit peu obligatoires dans ce genre de série quand on fait de la comédie scolaire, donc j'étais pas du tout surprise, mais je trouve quand même que c'est bien ficelé, que la dimension pseudo-historique qui a été apportée à l'histoire est relativement intéressante, donc honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur le scénario. C'est pas du tout un scénario ambitieux, absolument pas. Et le scénario a pas grand chose de macabre dans l'absolu, à part peut-être des découpages de corps humains auxquels on n'assiste pas mais qui nous sont quand même largement insinués. Au-delà de ça, ça marche, franchement ça marche très bien, le rythme est bien réparti, c'est intelligemment écrit et surtout on a ces savoureux petits dialogues qui sont bien écrits avec un très beau français, notamment tout l'ensemble des termes qui désignent tout ce qui est macabre, cynique et horrifique qui tourne autour de comment s'exprime la famille Addams et comment ils se parlent les uns aux autres. Et d'ailleurs j'en viens à mon point sur l'humour. Je me suis tellement marrée. Alors j'ai un humour noir assez noir, dirons-nous, c'est vraiment mon style d'humour, donc évidemment c'est pas celui de tout le monde et je le comprends absolument, mais je me suis marrée du début à la fin. J'adore. De toute façon j'adore le personnage de Mercredi pour son cynisme violent et hyper tranchant, limite castrateur, j'adore. C'est pour ça que j'aime vraiment ce personnage et je trouve que là, elle a des répliques qui sont tranchantes. Alors j'ai autant regardé en VF qu'en VO, j'ai changé de temps en temps d'épisode en épisode et je trouve que pour le coup la VF m'a plus fait rire que la VO. Je pense que l'humour noir en VF me parle plus parce que j'ai pas le biais de traduction qui passe dans ma tête, donc ça me vient plus avant. Les traits d'humour en VF, qui sont d'ailleurs très bien traduits je trouve, mais en VO ça reste très drôle. C'est caustique, c'est mordant, j'adore, franchement j'adore. Premier épisode, le moment où elle entre dans la pièce où elle dit qu'elle est allergique aux couleurs et que ça lui donne de l'urticaire et que ça détache sa chair des os, évidemment que c'est faux. En fait, évidemment que Mercredi passe son temps à raconter des mensonges, mais c'est drôle, et je trouve que honnêtement, l'humour est super bien dosé, ça va pas trop loin pour pas être choquant et pas faire que la série soit interdite aux moins de 16 ou 18 ans, mais c'est juste assez pour être ultra mordant. Et moi j'aime beaucoup ce genre d'humour, ça me détend le cerveau, j'adore. Même dans le relationnel des personnages où on arrive à mettre de l'émotion et on arrive à mettre de l'émotivité tout en restant sinistre et froid comme la pluie. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la dichotomie entre le caractère de Enib et du coup le caractère de Mercredi, qui se complètent très très bien je trouve et qui sont très intéressantes. On dirait clairement le discours entre mes deux personnalités. Voilà, mais je trouve qu'elles se complètent bien et que ça fait vraiment un peu les deux facettes d'une même personne et leurs conversations sont du coup très intéressantes et il y a toujours cette froideur et cet humour cynique entre les deux, enfin c'est très très bien réparti. Je trouve ça vraiment génial et je trouve que l'humour pour le coup est très bien dosé et rattrape selon moi toute la partie un petit peu plus simpliste du scénario, puisque même si le scénario est assez basique et pas très ambitieux, on est quand même ambitieux au niveau de la construction des dialogues entre les personnages et au niveau de cette fameuse définition du personnage de Mercredi qui, je vous l'ai dit, est pour moi la grande réussite de cette série. On en arrive à mon dernier point, les problèmes, ou plutôt le principal problème de la série. Comme je viens de vous le développer, la série est très adolescente, ce qui peut être vu comme un point négatif par rapport à la maturité que peut avoir le personnage de Mercredi Adam et la façon dont il est présenté. La série n'est pas très sombre par rapport à ce qu'on peut s'attendre d'un nom comme Tim Burton et d'une thématique comme la famille Addams. Le scénario n'est pas très ambitieux, pas très audacieux, on n'est pas très ambitieux et audacieux non plus dans les décors, dans les personnages, dans les ambiances et dans les costumes. Et tout cela, pour moi, je l'ai rassemblé dans un seul et même souci. Pourquoi ont-ils mis Tim Burton à la direction de cette série ? Tim Burton a-t-il vraiment dirigé sa série et dans quel état est Tim Burton pour que sa créativité soit arrivée au niveau Netflix du terme ?
La facilité serait de dire que Netflix a violemment limité la créativité de Tim Burton, et c'est ce que j'ai vu dans certains articles et certaines critiques qui ont pu sortir sur la série. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Tim Burton, c'est pas le premier réalisateur à nous décevoir cette année par rapport à la créativité qu'on a habituellement, et surtout dans le domaine horrifique. Pour le coup, on a eu la série de Flanagan, Midnight Club, qui a été extrêmement décevante par rapport à ce que Flanagan proposait habituellement, et apparemment Netflix, c'est une actualité de cette semaine, a mis fin à sa collaboration avec Flanagan qui va maintenant aller travailler avec Amazon. On a eu la production de Henry Selick, comme je vous l'ai dit avant, Henry Selick c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, là il nous a produit Wendell et Wild qui pour le coup est assez poussif et pas super audacieux et pas super intéressant à part le stop motion, mais là encore la question se pose, est-ce que ça vient de Netflix ou ça vient du réalisateur en lui-même? Et à mettre en parallèle, on a eu la série de Guillermo del Toro cette année qui pour le coup a fait preuve d'une vraie audace avec visuellement de vraies propositions, un vrai style, du gore, du violent, du dégueu, et là c'était également sur Netflix, et Netflix n'a pas limité la production de cette série-là. Donc est-ce que ça vient vraiment de Netflix? La question peut se poser. Moi, pour le cas de la série Mercredi Addams, je pense que ça vient plutôt de Tim Burton et de l'état où en est sa carrière. Il suffit de regarder ses dernières productions. Pour moi, la dernière production qui a vraiment l'ADN de Tim Burton tel qu'on l'a connu dans les années 90-2000, c'est Sweeney Todd en 2007. Et 2 ans avant, en 2005, on avait eu Les Noces funèbres et L'excellent Charlie à la chocolaterie qui avait également encore son ADN. Donc le tournant, c'est vraiment après Sweeney Todd. Puis en 2010, on va avoir un tournant, c'est Alice in Wonderland, où là, on commence à avoir quelque chose de beaucoup moins créatif, de beaucoup moins audacieux, de beaucoup moins sombre et de beaucoup plus consensuel. Cela se reproduit en 2012 avec Dark Shadows. Alors j'aime beaucoup Dark Shadows, mais c'est très consensuel par rapport à ce que produisait Tim Burton avant, et surtout, il ne scénarise plus du tout ses propres productions, puisque Dark Shadows, c'est la réadaptation d'une série qu'il aimait bien quand il était jeune. On ne va pas au-delà de ça, ce n'est plus une création originale de son esprit, on va dire. Même chose pour sa production suivante, Frankenweenie, c'est d'ailleurs la même année que Dark Shadows. Là, il ne fait que réadapter un court-métrage qu'il avait fait en 84, donc on commence à sentir un espèce de manque de créativité qui peut paraître inquiétant pour quelqu'un comme Tim Burton. On a ensuite Big Eyes, Miss Peregrine et le terrible Dumbo, qui ne sont que des films oubliables de la filmographie de Tim Burton qui illustrent son manque d'audace et la perte de la créativité qu'on a pu connaître dans les années 90-2000. Et Mercredi Addams n'en est que l'aboutissement. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La série Mercredi Addams est très sympathique, mais le nom de Tim Burton n'a rien à faire sur cette œuvre-là, du moins si on le compare à ce qu'il a produit il y a 20 ans. Évidemment, s'il a travaillé dessus, met son nom dessus, la question n'est pas là, mais dans le sens où Tim Burton est une marque commerciale, une publicité, une promesse qui n'est pas satisfaite par les dernières œuvres qu'il a produites, et notamment par cette série. En cela, on peut parler, à mon sens, de publicité mensongère. J'ai l'impression que Tim Burton a perdu son feu sacré. Il a perdu le feu noir, macabre, cynique et obscur et exagéré et poétique qu'il avait avant. Du moins, c'est ce que sa filmographie nous montre depuis ces dernières années. Et je ne blâmerai pas personnellement Netflix. Je pense que il y a de l'audace, il y a de l'intelligence et il y a vraiment une volonté de bien faire dans cette série. Il n'y a qu'à voir la définition et l'acting de Jenna Ortega qui est extrêmement intéressant. Il y a quand même eu, je pense, une certaine liberté, même si on retrouve les thématiques habituelles de Netflix, c'est-à-dire l'aspect adolescent, scolaire, etc., pour toucher leur public cible, qui est un public adolescent. La majorité du temps, le public cible de Netflix, c'est le public ado. Parce que c'est un public qui est facile à atteindre au niveau de ses thématiques et qui est facile aussi à fidéliser par rapport à d'autres qui vont avoir accès à plus de plateformes, à d'autres formats, etc. et qui vont être plus diversifiés dans l'offre. Le public cible, c'est un public ado, mais il y a quand même une audace et une volonté de bien faire dans cette série. Le seul problème, la seule intrigue, le seul questionnement, c'est que fiche le nom de Tim Burton sur cette série alors qu'il n'y a rien de Tim Burton dans cette série. Pour moi, le monsieur a perdu la flamme, c'est dommage et ça reviendra peut-être, mais au vu des dernières choses qu'il nous produit depuis 2010, ça va pas du tout quoi. Ceci étant dit, je vais vous faire le bilan et très honnêtement avec vous, j'ai beaucoup apprécié mon visionnage. J'ai envie de la revoir, ce qui est très bon signe. Et en fait, très honnêtement, j'ai envie de repasser du temps avec Mercredi Addams, qui est pour moi la réussite de cette série, c'est ce personnage, c'est tout le pilier. Au final, une histoire ou une autre, un personnage ou un autre, telle créature, telle autre, des meurtres, pas de meurtres. Personnellement, je m'en serais complètement fichue. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les répliques coupantes, les tenues excentriques et l'attitude complètement absurde, subtilement sinistre de Mercredi Addams et du duo qu'elle forme avec La Chose, que j'ai trouvé juste charmant. Donc je félicite Jenna Ortega pour cette série où elle est magistrale et c'est elle en fait l'attraction principale de la série et c'est une réussite puisque c'est une série qui se vend comme la série Mercredi Addams et c'est le cas en fait. Alors oui, c'est un peu lisse, oui c'est un peu ado, il y a un côté blockbuster. Ça n'a rien à voir avec du Tim Burton 90-2000, c'est-à-dire plus largement avec ce qu'on s'imagine être du Tim Burton quand on voit son nom sur une affiche. C'est pas ultra audacieux ni dans les décors, ni dans les costumes, ni dans l'histoire, mais tu passes un très bon moment. Il aurait vraiment fallu sortir ça pour Halloween et on aurait eu plein de costumes de Mercredi Addams pour Halloween parce que à mon avis, elle va remettre
remettre au goût du jour les icônes gothiques que moi j'avais dans les années 2000. Donc moi personnellement ça me ramène à ma petite fibre de jeunesse, vous voyez, donc je suis contente. Et c'est quand même la preuve qu'une série peut être à destination adolescente et de très grande qualité. C'est pas parce que c'est pour ados, c'est pas parce que c'est une comédie scolaire que c'est forcément quelque chose comme Élite quoi. Oui, je suis désolée, j'insiste sur Élite, mais j'aime vraiment pas. Je suis pas faute d'avoir essayé, mais j'aime vraiment pas. Donc personnellement, je suis très contente de ce visionnage. C'est un visionnage détente, c'est un visionnage gothique, cynique, humour noir. J'ai ri, je me suis détendue, j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Et j'ai hâte d'entendre Netflix me dire qu'il va y avoir une saison 2 et que je vais retrouver Mercredi Addams. Vu le succès de la saison 1, je pense que c'est pas possible autrement, donc j'ai juste trop hâte de l'annonce et je vous recommande cette série. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Mercredi de Netflix jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Au moment où je clôture ce tournage, nous sommes à 43 minutes, je vais évidemment devoir faire beaucoup de cuts. Mais j'avais pas mal de choses à dire et puis j'avais vraiment envie de développer avec vous cette histoire autour de Tim Burton parce que pour moi, le problème, c'est pas Netflix. Pour le coup, on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de la plateforme. C'est pas du tout une plateforme parfaite et elle est pas forcément très libertaire dans sa politique par rapport à ses artistes. Mais là, pour moi, le problème vient plutôt de Tim Burton qui a perdu la flamme depuis de nombreuses années. Il faut arrêter de se faire des illusions. Ça a été une grande icône dans les années 90-2000 et je pense que malheureusement aujourd'hui c'est fini, du moins jusqu'à ce qu'il se réveille si un jour ça arrive. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait super plaisir et n'hésitez pas surtout à mettre un commentaire, j'adore les lire, j'essaye d'y répondre mais comme vous savez le temps me manque, mais je lis tout ce que vous mettez sous les vidéos et ça me fait toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe juste en dessous, c'est gratuit, ça me permet de me soutenir et si vous activez la cloche d'être prévenu des futures sorties de vidéos, de posts communautaires et de shorts pour suivre les séries hebdomadaires. Personnellement, je ne vous embête pas plus, je suis désolée de vous avoir fait subir cette infâme, horrible et terrible torture positiviste avec tous ces accents enthousiastes déprimants. Je vous souhaite à tous une terrifique journée, une pluvieuse semaine ainsi que d'horribles visionnages, peut-être la divertissante et sadique série Mercredi. Et je vous dis comme toujours et pour votre plus grand malheur, à très très vite. À vous les normies et bienvenue dans cette nouvelle... Bonjour la vo... Pourquoi je me retrouve à faire ce genre de choses moi ? Ah, Andy Serkis, Henry Selick. De l'écriture de ces dialogues. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai aussi... Bon, je vais faire du montage là parce que j'aimerais bien sortir la vidéo cet après-midi. À mon avis, elle sortira pas à 16h, mais j'ai pas du tout eu le temps de filmer hier, donc voilà. Je suis en habit de Mercredi Addams, mais aujourd'hui, je suis supposée décorer mon sapin pour Noël. C'est n'importe quoi. Franchement, la chronologie Netflix, elle est déplorable. Donc je sais pas si je pourrais faire ma déco de sapin aujourd'hui. De toute façon, là, je vais donner priorité au montage de la vidéo. Et on verra. Merci d'avoir regardé ces scènes post-génériques